Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités, honorables intervenants, j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance qui est consacrée à la présentation d'un ouvrage par Madame le professeur Cardillo, qui va nous rejoindre bientôt. Je ne vais pas vous lire tout le curriculum vitae, même très court, de Madame Cardillo, que vous avez dû bien sûr recevoir en même temps que cette invitation, qui est extrêmement dense. Mais Madame Monica Cardillo est donc professeure des universités, actuellement à Nantes. Elle a surtout, et c'est à ce titre que je la connaissais, lancé les études sur le droit colonial, notamment à Limoges, avec des accointances et des relations de travail avec d'autres centres sur le droit colonial, et évidemment une grande implication dans tout ce qui concerne l'Académie de l'eau et les travaux afférents. Alors un jour, vous m'expliquerez comment vous êtes passé de l'eau au droit colonial ou du droit colonial à l'eau. Ça m'intéressera beaucoup. Je m'en félicite. Vous êtes professeur d'histoire du droit, je crois. Moi-même, j'ai commencé ma carrière, si vous me permettez, monsieur le secrétaire perpétuel, de ces petits mots personnels. En tant que, quand j'étais en fac, j'étais pas à Paris 1, Paris 2, à ce moment-là, c'était Assas. Et donc, j'ai été chargé de TD en histoire du droit. Et je voulais embrasser cette spécialité de l'histoire du droit et des institutions. Et je me suis fâché simplement pour une raison, la jeunesse est folle, avec le professeur qui c'était monsieur Garisson, parce qu'il n'avait pas voulu, au moment de mai 68, rejoindre et se mettre d'accord avec les présidents ou les professeurs d'histoire de la Sorbonne, ce que j'avais trouvé tout à fait indécent et contraire à l'esprit justement pluridisciplinaire. Donc du coup j'ai dit, bien, je ferai de la science politique et du droit public, ils seront plus ouverts. Et j'ai pas laissé tomber, puisque j'ai commencé ma carrière entre guillemets en tant qu'assistante en fac de droit à Abidjan en histoire du droit. Bon, donc vous comprendrez que je m'intéresse particulièrement à cette spécialité. Au droit colonial aussi, je l'ai dit dans mon discours la semaine dernière, je sais qu'il y a des travaux intéressants qui ont été soutenus par l'Académie, et nous aurons l'occasion peut-être de voir de quelle manière explorer d'autres voies de partenariat plus intenses sur cette question importante. Donc je vais, si vous le voulez bien, vous donner la parole pour présenter l'ouvrage, je crois, collectif, qui porte sur ces questions, et nous en félicitons. Je vous en remercie. Je vous donne la parole, madame. Mais je crois que vous ne vouliez pas dire quelque chose, monsieur. Peut-être que j'ai pas relu bien, excusez-moi, hein. Je suis un peu novice. Je suis confuse, monsieur le secrétaire perpétuel. Excusez-moi, je vous donne la parole. Madame Cardillo, vous voudrez bien m'en excuser. Et monsieur le secrétaire perpétuel, je vous donne la parole, bien sûr, pour des choses importantes. Merci. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Je voudrais simplement dire tout mon intérêt pour l'organisation de cette séance, et aussi tout l'intérêt que j'ai pris à ce que nous travaillons à la publication de ce livre, qui est en fait un produit de l'initiative de Monica Cardillo, soutenu par l'Université de Limoges, qui a bien voulu éditer l'ouvrage, et notre académie a apporté un soutien financier, mais aussi un peu un soutien scientifique, puisque vous avez fait appel à quelques-uns de nos membres ou de nos amis dans le livre. Alors, je serai très bref. Hein. Ce livre est parfaitement d'actualité compte tenu de l'ampleur de la crise africaine de la diplomatie française. Et il est intéressant de relire le processus de décolonisation tel qu'il a commencé à se mettre en place à partir du milieu des années 50 et surtout 1957 avec la loi cadre de fer, enfin, et bien sûr son application par la Ve République. Il y a déjà un intérêt à revenir aux sources d'un cycle politique
dont nous vivons peut-être les derniers instants, avec la nécessité de rebondir intellectuellement pour rétablir une autre forme de lien avec l'Afrique et l'ensemble des pays qui ont un temps été réunis au sein de l'Empire colonial. Ce livre, qui s'appelle Réalité de la décolonisation française, rupture, résistance et continuité, s'organise autour de deux axes: proposer des liens nouveaux, se rapprocher ou s'éloigner. C'est bien une question d'aujourd'hui. Il est intéressant de noter que le livre s'ouvre sur la pensée de René Capitan, grand juriste, grande figure du gaullisme et surtout grande figure de la conception de ce qu'aurait pu être la communauté telle que le général de Gaulle voulait la prôner. Alors, cette communauté a fait aussi l'objet d'une étude de Frédéric Turpin qui montre qu'en fait, l'élément perturbateur du projet, c'était la crise algérienne. Voilà. Le rejet de la communauté a commencé, on le sait, en Guinée, et je pense que M. Roger Coudet acceptera de revenir sur ce point qui est absolument essentiel, et peut-être de nous aider à comprendre les véritables facteurs de ce nom. Car on sait qu'il y a eu un nom, mais pourquoi on le sait moins. Il est intéressant aussi de voir que cette question du oui ou du non à la communauté, c'est une question qui a traversé le débat politique sénégalais. Et ça, c'est un des apports très importants du livre. Ces débats, on les retrouve si on lit Le Monde, et notamment les célèbres chroniques d'Hubert Boeuf-Méry, dont Loïc Laroche a très bien décrit les relations complexes avec le général de Gaulle. Voilà, je pense que peut-être vous en direz deux mots. C'est un grand épisode de l'histoire de la Ve République. Les accords d'Évian ont fait l'objet d'une approche détaillée, et on voit bien comment, d'une part, la montée du FLN et puis d'autre part, l'apparition de l'OAS ont été des facteurs qui ont pesé sur le déroulement et en ont forcé le rythme. Intéressant aussi le cas de Djibouti qui a été évoqué par Bertrand Durand. Djibouti, c'est encore aujourd'hui un très grand enjeu géostratégique, et au fond, les questions qui se posaient à l'époque, on les retrouve parfaitement aujourd'hui. Intéressante aussi l'étude de Bertrand Durand sur l'évolution spectaculaire de la vision du général de Gaulle par rapport au Vietnam. Peu connu, aspect peu connu. La deuxième partie du livre porte sur rupture, consommée ou ajournée, les nouvelles politiques, nouveaux acteurs. Alors d'abord, le livre revient sur la mémoire controversée. Je viens de recevoir ce matin un article d'un historien sénégalais sur Faidherbe, la révision du mythe Faidherbe. Bon, on est tout à fait dans cette problématique. La mise en œuvre de la politique de développement et de coopération, c'est un aspect qui a été très bien traité par François Pacman dans le livre, où il met bien en évidence le rôle effectif d'Yves Roland-Bicard. Yves Roland-Bicard, en effet, était l'homme clé du rapport Gorse. Voilà, et c'est remarquablement décrit dans le livre. Enfin, est évoquée la question d'une nouvelle géographie consécutive à la décolonisation. Sont évoquées dans ce cadre les problématiques du mouvement coopératif. On sait que c'est un des grands débats qui a animé la période post-indépendance, avec des espoirs qui ont été inégalement remplis. On peut penser à Mamadou Dia, mais aussi à Julius Nyerere, enfin, tout un courant
important visant à promouvoir un modèle coopératif dont l'histoire française, d'ailleurs, révèle un certain nombre de racines. Et puis enfin, il y a un très bel article de Xavier O'Regan, spécialiste de la Chine, qui fait une analyse très complète des étapes successives de la diplomatie chinoise vis-à-vis de la décolonisation. Alors bien sûr, je fais un petit appel ici, il serait intéressant d'avoir des études comparables à propos du rôle des États-Unis, de l'Union soviétique, parce qu'à l'époque, l'Union soviétique était quand même un acteur extrêmement important, et bien sûr de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est venue interférer avec la politique purement française. Voilà. Merci de ce très beau livre, et je vous passe la parole, bien volontiers. Si vous me permettez 2 secondes. Bon, vous avez eu effectivement un avantage, monsieur le secrétaire perpétuel, c'est de lire ce livre que je n'ai pas eu. Donc, je serais extrêmement contente de l'avoir et de le parcourir. Vous avez tenu des propos, effectivement, qui, sans déflorer le sujet, nous mettent un peu en état d'intérêt. Et je pense que toutes ces discussions seront particulièrement intéressantes après avoir entendu cette présentation et que nous aurons un débat général sur ce processus politique extrêmement important. Auprès des auteurs, on parlera effectivement de tout ce qui a été écrit sur cette décolonisation dont nous vous entendons avec grand intérêt. Madame le professeur. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers académiciens, chers amis de l'Académie, cher public, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans cette salle pour vous présenter l'ouvrage que j'ai dirigé, intitulé « Réalité de la décolonisation française, rupture, résistance et continuité ». Alors c'est un plaisir accompagné de joie, d'émotion, de reconnaissance, car cet ouvrage n'aurait pu voir le jour sans le soutien financier de l'Académie des sciences outre-mer, à qui je renouvelle mes remerciements les plus chaleureux pour sa confiance à la jeune professeure que je suis. Alors j'aimerais commencer mon propos par un détail de l'ouvrage, l'adresse, tout simplement l'adresse de la maison d'édition, les Pulim, donc les presses universitaires de Limoges, au 5 rue Félix Éboué. Alors, si cette adresse n'a en aucune manière orienté mon choix d'éditeur, à vrai dire, le projet initial était chez un autre éditeur, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est très significative et qu'elle est en parfaite résonance avec le sujet du livre. Alors, si Félix Éboué est un personnage clé dans l'histoire coloniale, dans l'histoire de la vie politique française notamment, en raison de son ralliement en faveur de la France libre, il n'est pas à l'origine de ce livre. Mais ce petit détail m'a amusé et que j'ai découvert assez récemment. Alors, la raison d'être principale de cet ouvrage est une autre. Il est le résultat de 2 journées d'études internationales que j'avais pu organiser lorsque j'enseignais à l'Institut catholique de Lille en 2020, dans le cadre de celle qui était définie l'année de Gaulle, c'est-à-dire l'année de la triple commémoration du général de Gaulle, à savoir les 130 ans de sa naissance, les 80 ans de son appel et les 50 ans de sa mort. Alors, pendant cette année des Gaulle, où s'est posée la question de la perpétuation de la mémoire du général par notamment la Fondation Charles de Gaulle, eh bien, des lieux, des dates symboliques ont été à l'honneur. Il suffit de penser, par exemple, à l'Institut Charles de Gaulle au Liban, qui est la première structure du genre hors de France, qui a été bâtie en 2018. Et également la réouverture de la maison natale du général à Lille, au 9 rue Princesse, que j'ai eu la chance de visiter. Également des événements au musée de l'armée, à Colombey-les-Deux-Églises, au lieu très symbolique de l'île de Saint, etc. Mais aussi l'année des Gaulle qui a été caractérisée par des conférences, des séminaires, des projets éditoriaux visant non pas simplement à commémorer la mort de l'homme du 18 juin, mais surtout à réfléchir à l'héritage, à sa transmission et à l'actualité des enjeux liés au général. C'est donc dans cette dynamique commémorative et scientifique que, en tant que spécialiste d'histoire du droit colonial, l'idée avait surgi d'interroger la mémoire décoloniale, ou mieux l'action du général, dans ce
temps des décolonisations du milieu du XXe siècle. Par ailleurs, l'intitulé des journées d'études était différente. Elle s'intitulait « Les temps des décolonisations de De Gaulle à nos jours ». Il était pour moi aussi intéressant d'enquêter sur une thématique toujours d'une grande actualité. Cela a été rappelé par le secrétaire perpétuel, donc une actualité non seulement historique, mais aussi conceptuelle et scientifique. Très récemment, dans un article paru sur Le Monde, donc le 22 décembre 2024, Philippe Bernard intitule sa chronique « La décolonisation est un processus inachevé ». C'est la deuxième partie de son titre. Il en témoigne également, comme cela a été rappelé, les dernières reconfigurations politiques et diplomatiques. Mais ce terme décolonisation embrasse aussi le savoir dans sa généralité, et ayant comme point de départ la critique du développement et de la croissance économique. Et donc on parle d'une décolonisation des savoirs qui reste dominée par un système ou par une méthodologie venant du Nord global. Encore, on parle de décolonisation, réconciliation des savoirs. On promeut des nouvelles épistémologies dites du Sud et visant à faire émerger, à revaloriser les connaissances, les visions du monde généralement niées, ignorées par les cultures dominantes du Nord. On parle également d'écologie des savoirs. C'est donc dans ce contexte général de débat politique et scientifique que se sont situées ces 2 journées d'études internationales et par la suite le présent ouvrage. Un ouvrage nourri par 15 auteurs que je remercie particulièrement pour leur intérêt, pour la patience de l'attente de cette publication qui a survenu 4 ans après les journées d'études. Et je tiens également à saluer la mémoire du feu Pierre Génie qui l'avait préfacé depuis 2021 et qui avait apporté un grand soutien à ces manifestations. Également, un avant-propos rédigé par le secrétaire perpétuel, M. Barjot, et 13 contributions que je définirais de pluridisciplinaires. En effet, des historiens, des géographes, des juristes, des politistes, des philosophes, à partir de leur domaine de compétences, ont répondu au questionnement initial, à savoir analyser le rôle de De Gaulle dans le processus des décolonisations et questionner le mot dans son évolution diachronique jusqu'à nos jours. D'où les termes rupture, résistance et continuité, d'où aussi l'image de couverture qui n'est pas claire, qui n'est pas définie. C'est une image, c'est une photo d'archives que j'ai tirée des archives de la base Ulysse, des archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence, et qui représente la piste impériale transmauritanienne devant relier Casablanca et Dakar, et montre à la fois, pour moi, cette rencontre de civilisations, une civilisation qu'on pourrait définir de mécanique et une civilisation de la nature. Cette mécanique qui apparaît d'une certaine manière engloutie par cette grande nature, cette étendue désertique, peu connue à l'époque, ce désert qui fascine, ce désert insaisissable au 19e, 20e siècle, et ce camion qui est sur la voie de départ vers le nord, on peut imaginer qu'il est sur la voie de départ vers le nord, mais qui finalement est immobile, qui reste peut-être sous d'autres formes, afin de maintenir, comme a été développé par certains auteurs, la présence et l'autorité, en l'occurrence française. Donc cet ouvrage est organisé en 2 parties, comme a été rappelé par le secrétaire perpétuel. Donc d'abord, on s'est interrogé sur les ruptures, les ruptures qui ont été accompagnées pour certains cas d'espèce par des résistances. Et ensuite, le point qui m'est plus cher, les continuités. Alors, dans la première partie, c'est notamment l'histoire et l'homme, ou alors l'homme dans son histoire, est entouré d'acteurs, de plusieurs acteurs. L'homme principal est de toute évidence le général de Gaulle, qui vit ce moment de rupture, qui est même lui à l'origine de ce moment de rupture historique, politique. Alors un homme qui est défini par certains comme ayant passé à côté d'eux ou alors étant arrivé trop tard dans ce processus de décolonisation, ou bien qu'il se voit, comme le dit Bernard Durand dans son article sur le Vietnam, entâté en vain avant d'inverser sa vision sur le Vietnam pour conserver des territoires du Sud asiatique déjà gagnés, comme il dit, par une indépendance programmée.
ne serait-ce que dans des esprits pourtant acquis à l'importance de la culture française. Également un homme, le général de Gaulle, dont les interventions ont pu faire montre d'une réelle ambiguïté, écrit Chantal Morel au sujet de la décolonisation de l'Algérie, aboutissement de 4 années qui l'ont vu successivement affirmer « Je vous ai compris », puis vivre l'Algérie française et enfin proposer la paix des braves. Prélude donc à une négociation qu'elle explique bien, prend son temps. Avec qui négocier, comment négocier, sur quoi négocier, tous des questionnements qui conduisent aux accords d'Évian. Également un général, comme je disais, entouré d'hommes, d'autres acteurs, Laurency, les Éboués, Capitan, Mesmer, attentifs à conseiller le général de Gaulle pour aller plus vite, par exemple en Indochine ou en Afrique, ou alors pour assurer, une fois l'indépendance acquise, un semblant d'empire par la voie d'une constitution fédérale, comme l'explique Jean-Félix de Bujadou, ou alors d'une communauté, telle que présentée par Frédéric Turpin, susceptible, en ce qui concerne la constitution fédérale, de faire pièce aux appétits des grandes puissances, écrit de Bujadou, voire de remplacer la colonisation en assurant en son sein une certaine prépondérance de la France. Pour ce qui concerne la communauté, Frédéric Turpin nous éclaire sur cette idée du général, persuadé que l'important est de préserver sous cette forme une association qui, associée à une émancipation, garantira encore à la France une influence prépondérante capable de lui assurer ses desseins de grande puissance. Donc, au parvenir, explique Frédéric Turpin, à une décolonisation contractuelle, à des accords de coopération, permettant donc à la fois de garder l'héritage, mais aussi de parvenir à ériger ce que Bernard Durand appelle une sculpture à la cire perdue, faisant renaître donc dans les autorités nouvelles autant de traits utilement reconnus aux anciens responsables coloniaux, encore un temps sur place, pour quelques années. Encore un général qui doit affronter pendant la guerre d'Algérie, un directeur de journal le marquant à la plume pour son caractère intransigeant et surtout pour lui reprocher sa vision exagérée de la place de la France dans le monde, écrit Loïc Laroche, tout en le félicitant pour une décolonisation qui avance. Encore un homme face aux résistances qui seront notamment témoignées par 2 auteurs aujourd'hui, le rejet du projet communautaire par Sékou Touré en 1958, dont nous parlera Roger Coudé ici présent, ou alors une résistance rencontrée par un nom de Valdiodio Ndiaye, c'est pour le cas du Sénégal, dont nous éclairera le collègue Yamar Samb à distance. Un homme, enfin, devant un territoire objet de discorde, cela a été rappelé Djibouti, obtenant donc une souveraineté toute théorique, écrit Sonia Le Gourielec, un territoire indépendant de la dépendance, écrit-elle, qui montre comment les Français ne sont pas vraiment partis, écrit-elle, de ce territoire d'importance vitale pour la France, par sa situation géographique. Alors, ces ruptures-résistances interrogent le chercheur finalement sur les legs, sur les continuités. Et c'est ça tout l'intérêt de la seconde partie de cet ouvrage, une partie qui s'ouvre par des réflexions avant tout philosophiques autour de la mémoire coloniale, décoloniale, de cette décolonisation que Jean-François Petit définit d'inachevé. Donc, ce sont des termes qui résonnent dans le langage actuel contemporain, appartenant donc à une mémoire douloureuse, insuffisamment documentée. Et ce qu'il propose, justement, Jean-François Petit, c'est cette nécessité de reconnaître l'efficacité limitée des incantations morales et le caractère discutable des lois mémorielles, et d'embrasser, écrit-il, la voie d'un travail de vérité et réconciliation, soit en ouvrant par une représentation plus culturelle et éthique des événements vécus, soit en les préservant en luttant contre l'amnésie et l'occultation des phénomènes génocidaires dans le but d'éviter, écrit-il, d'éventuels conflits liés à une interminable décolonisation des imaginaires.
La question économique demeure également centrale dans cette partie sur les continuités et François Plaquemont explique parfaitement la mise en œuvre des politiques de développement et de coopération économique dans une logique de continuité depuis le plan Sarraut de 1921 jusqu'à la constitution de l'Agence française de développement en 1998. Et donc il explique que au cours de la période, eh bien, le financement du développement a pris la forme d'une politique de plus en plus conceptualisée de la Caisse centrale de la France libre en 1941 à l'AFD en passant par la Caisse centrale de la France d'outre-mer en 1944, la Caisse centrale de coopération économique en 1958 et la Caisse centrale de développement en 1992. Du point de vue environnemental, eh bien, les apports de la nouvelle géographie en tout ce qui concerne modélisation systémique, analyse spatiale, permettent de vérifier que les territoires apparaissent comme le produit de crise, de résilience des terroirs entre colonisation, décolonisation. Et le géographe Bassirou Diatta explique qu'avec la décolonisation s'est produit un passage des terroirs au territoire, des chefferies traditionnelles aux collectivités locales, sous l'effet conjoint des initiatives locales, des politiques publiques, d'acteurs exogènes, notamment les bailleurs des fonds et les ONG. Et de la même manière, Dominique Torisson-Moret, qui également interviendra aujourd'hui à distance, nous témoignera d'un cas précis d'organisation coopérative remontant à l'époque coloniale. Enfin, dans cette logique de continuité et des nouveaux acteurs, eh bien, un exemple sans doute représentatif est celui de la Chine, donc le rôle de la Chine tel que présenté par Xavier Origan et qui le présente en 3 étapes. Donc là aussi, nous sommes vers la fin de la colonisation de 1949 à 1976. Eh bien, ce pays, cette Chine qui est basée sur la double assise à la fois diplomatique et idéologique. Ensuite, la présence de la Chine par la personnalité de Xiaoping entre 1977 et 1993, et enfin, jusqu'à eh bien, nos jours, l'émergence de la Chine comme deuxième super grand. Alors, avant de passer la parole aux auteurs qui ont accepté et qui se sont rendus disponibles pour présenter leur travail, ce livre me fait beaucoup réfléchir. Alors, pour moi, représente vraiment un premier travail de réflexion sur cet héritage colonial, qui est un héritage qui nous est commun, qui est un héritage qui nous permet justement de mieux penser le présent. Il y a une phrase qui résonne toujours à moi depuis que je faisais ma thèse de doctorat en histoire du droit colonial sous la question de l'eau. Voilà le lien entre les deux. C'est une phrase encore une fois prononcée par Albert Sarraut, donc Albert Sarraut qui revient dans cet ouvrage, qui disait en 1919, donc à la sortie de la Première Guerre mondiale, alors qu'il était gouverneur général d'Indochine, les colonies sont des États en devenir. Il explique les raisons pour lesquelles il comprend que, eh bien, cet empire est un empire destiné à se décoloniser. Par ailleurs, qu'on parle de colonisation et qu'on interroge ces termes, colonisation a une fin, c'est-à-dire une décolonisation. Alors, les États en devenir, ils parlent de ces colonies comme États en devenir dans une perspective mondialisée. C'est-à-dire, ils proclament clairement, lors d'un discours en Indochine, que la volonté du pouvoir de l'État est celle, et là je le cite, d'amener les possessions françaises à une forme d'autonomie, voire même d'indépendance administrative, au sein d'un système mondial où on parle la langue française, où la monnaie française reste un pivot, et enfin où la métropole, faisant l'économie des gestions politiques, administratives et politiques des anciennes colonies, ne profite plus que des avantages économiques d'un négoce mondial centré sur elle. Il parle du profit sans la contrainte, la grandeur sans la servitude. Alors, ces phrases de 1919 prononcées par Albert Sarraut, eh bien, pour moi, sont en résonance avec les réflexions qui sont menées dans cet ouvrage. J'ai tenu donc à rappeler ce qu'il préconisait en 1919 et cette
ce lien, cette continuité très présente encore aujourd'hui. Je vous remercie et je passe donc la parole d'abord, si vous me le permettez, au professeur Yamar Samb, qui est à distance et qui intervient depuis Dakar, qu'il doit être connecté. Merci. Merci madame. Nous aurons l'occasion de faire une discussion générale tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, parfait. Alors, très rapidement, je m'appelle Yamar Samb, je suis professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal. J'ai eu l'avantage de participer à la rédaction de cet ouvrage. Alors, je vais mettre la vidéo, mais je m'excuse d'avance, il s'agit d'un aménagement en cours. Peut-être que la lumière ne sera pas d'un très bon état. Bon, désolé, c'est le meilleur emplacement où j'ai pu me poser pour que la connexion puisse être fluide. C'est un nouvel aménagement en cours et toutes les commodités ne sont pas encore tout à fait en place. Donc, pour revenir à mon propos, je suis Yamar Samb, je suis prof à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, même si je vous parle depuis Dakar. J'ai eu l'avantage de participer à la rédaction de cet ouvrage de notre chère amie et collègue Monica Cardillo. J'en profite pour remercier l'Académie des sciences d'outre-mer d'être l'hôte de cet échange. Je m'excuse de ne pas pouvoir être sur place. Alors, notre contribution a porté sur le rôle de Valdiodio Ndiaye lors du nom du Sénégal en 1958. Valdiodio est quelqu'un qui, jusqu'à ce jour, est assez méconnu au Sénégal. En tout cas, il n'a pas eu une postérité à la hauteur du rôle qu'il a pu jouer lors des années ayant précédé l'indépendance du Sénégal. Il a ensuite, c'est vrai, eu une carrière politique ayant connu des péripéties un peu tragiques, j'y reviendrai. Et ceci explique peut-être, je dis bien peut-être, le fait qu'il n'a pas été retenu, en tout cas considéré comme un acteur majeur de la vie politique sénégalaise, administrative également, et donc méritant à cet égard les hommages qu'aurait dû lui rendre, en mon sens, l'État, la nation sénégalaise. Donc, dans le contexte, je pense que c'est le collègue Roger Coudé qui va y revenir. On était dans une sorte d'ébullition au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec la Guinée de Sékou Touré qui était prête à voter non et qui va voter non au référendum. C'était aussi les années où il y avait les discussions entre Léopold Sédar Senghor et le président Félix Houphouët-Boigny sur comment il fallait aller à l'indépendance. C'était aussi les années où le mouvement Négritude avait fini d'avoir suffisamment de masse critique et de relais locaux dans les colonies même pour faire passer son message. Donc, on était dans un environnement où la France, il me semble, était dans une situation où elle savait que les indépendances étaient plus ou moins inéluctables. Je rappelle que la Seconde Guerre mondiale a permis à un acteur nouveau, un nouvel acteur, les États-Unis, de rentrer dans la scène internationale avec son passé de pays colonisés par les Britanniques. Cet acteur-là qui a pu jouer à aider les pays occidentaux à se libérer du joug allemand, était foncièrement anticolonialiste. C'est les années où les Nations Unies ont été créées, je crois en 1946 de mémoire, avec un troisième pôle, celui des non-alignés qui fait suite à la conférence de Bandung.
Donc, quasiment tous les éléments étaient réunis pour que les Africains aussi, à leur tour, puissent arriver à défendre de façon efficace, en tout cas pour les pays qui le souhaitaient, d'aller vers l'indépendance. Je viens de le rappeler, les acteurs n'étaient pas tout à fait alignés. Le président Senghor était un peu dans le clair-obscur pour l'indépendance, mais pas immédiatement, disait-il, en tout état de cause, pas de façon éclatée, pas de façon balkanisée, comme il aimait à le dire. L'autre acteur majeur, c'était le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui, n'était pas trop favorable à l'indépendance, et si elle devait arriver, devrait l'être dans une façon où chaque nation souverainement allait assumer sa propre destinée. Et au niveau local, nous le savons, il y avait une scène politique assez homogène, pour l'essentiel anticolonialiste, pour l'essentiel indépendantiste, mais la société sénégalaise semblait, elle, plutôt acquise à une certaine idée de continuer avec la France selon des modalités plus équilibrées. Et en local, il y avait des relais qui pouvaient transmettre ce message-là. Ils le sont encore d'ailleurs très présents dans la vie sociale sénégalaise. C'était pour l'essentiel les chefs religieux qui, eux, étaient acquis à une certaine collaboration à maintenir avec la France. Donc, on est dans ce contexte-là où la France avait l'indépendance inéluctable. Quand est-ce qu'elle allait arriver? Peut-être qu'elle ne savait pas encore. Où les Africains étaient tentés d'assumer une certaine souveraineté. Et donc là, au niveau local, au niveau du Sénégal, on avait un acteur qui s'appelait Léopold Sédar Senghor, qui lui n'était pas favorable à une indépendance, comme je viens de le rappeler, balkanisée, en tout état de cause, à une indépendance qui permettrait d'aller vers une certaine aventure. Au niveau local, il y avait un autre acteur extrêmement important, j'y reviendrai peut-être, c'était le président Mamadou Dia, premier président du Conseil, qui lui était un peu l'acolyte, le binôme de Léopold Senghor, qui l'a suivi par fidélité sur le fait qu'il ne fallait pas voter comme la Guinée, mais qui intimement, d'ailleurs on l'a même suspecté d'avoir relayé une certaine parole qui devait convaincre les Sénégalais de voter non. Donc lui, avec Valdiodio, était considéré comme les principaux acteurs qui étaient contre la continuité de la colonisation. Sauf que lorsque le général Charles de Gaulle fait sa tournée dans les anciennes puissances coloniales, et quand il doit venir au Sénégal, après avoir quitté la Guinée, le collègue Koudé y reviendra, avec ce que l'on sait s'y étant passé, il vient au Sénégal un peu amer, ne sachant pas trop si l'opinion sénégalaise, ses hommes politiques, étaient dans les mêmes dispositions que celles qu'il a laissées en Guinée. Surprise, Léopold Sédar Senghor n'est pas là, il va prétexter de ses vacances en Normandie. Le président Mamadou Dia n'est pas là non plus, il a des rendez-vous médicaux en Suisse, a-t-il prétexté. Et donc, il revenait à Mamadou Dia, brillant avocat, brillant homme politique éloquent, de prendre la parole, d'accueillir le général Charles de Gaulle à la place Protet, aujourd'hui nommée place de l'Indépendance, pour lui dire le message du peuple sénégalais. C'est donc ce message-là qu'il a donné de façon brillante, qui l'a fait rentrer dans la postérité. Donc c'est lui, en l'absence de Senghor, en l'absence de Mamadou Dia, qui a assumé la position du Sénégal en accueillant le général de Gaulle et en lui disant l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les Sénégalais. Et d'ailleurs, on se rappelle du général de Gaulle qui répond de façon vigoureuse: si vous voulez l'indépendance, prenez-la, avait-il dit de façon très vigoureuse, accueilli par des porteurs de pancartes extrêmement nombreux, de façon amère. Donc il réagit de cette sorte.
Donc, Valdiodio, je disais, après cet épisode, n'a pas malheureusement eu, je pense, la postérité qu'il mérite. Cela est dû peut-être au fait qu'après ces événements de 58, après l'indépendance, il était dans le gouvernement de Mamadou Dia et il fut partie de ceux accusés en décembre 1962 d'avoir perpétré un coup d'État contre le président Senghor. Donc, ils ont été tous les deux jugés et déportés dans la région orientale du Sénégal où, ensemble, ils ont purgé, je crois, de mémoire, 13 ans de prison avec des cellules attenantes sans avoir l'occasion de se voir pendant toutes ces longues années. Donc pendant 13 ans, ils avaient des cellules attenantes sans qu'ils n'aient pu avoir l'occasion de se voir. Donc cet homme-là, qui a eu une carrière politique et administrative au sein de l'État du Sénégal, en ayant été ministre de l'Intérieur, entre autres, qui a joué un rôle remarquable pendant que les deux têtes de l'exécutif étaient absentes, ou se sont dérobés certains, durant certains. Donc cet homme-là, pour moi, est quelqu'un qui, lorsqu'il a fallu assumer une certaine position face à un homme au passé militaire, au passé de la carrière du général de Gaulle, a été là pour porter le message du Sénégal de façon digne, de façon assumée. Donc aujourd'hui, rétrospectivement, si on regarde cet épisode, on se rend compte qu'il a dû faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'abnégation, parce que c'est Mbaye Jacques Diop qui est une figure de la politique et administrative sénégalaise qui le raconte dans ses mémoires. Les coulisses même de l'accueil du général ont été extrêmement tumultueuses. Certains n'étaient pas favorables, d'autres un peu, d'autres pas du tout. Donc il a fallu quand même qu'il prenne son courage à deux mains, suivant les résolutions portées par les partis politiques du Sénégal, pour accueillir le général et lui présenter la position du Sénégal. Donc, Valdiodio Ndiaye, aujourd'hui, je ne suis pas certain que les générations actuelles le connaissent aussi bien que ça. C'est cela qui m'a amené, lorsque notre collègue Monica a initié cet ouvrage, de ne pas revenir sur la carrière de Senghor ni sur Mamadou Dia, mais de revisiter justement la carrière de Valdiodio, les positions qu'il a eu à défendre, et le fait que, pour une raison qui m'échappe, il n'a pas pu laisser son nom et son empreinte sur des édifices publics, par exemple, des infrastructures, des universités. Aujourd'hui, si l'on regarde, par exemple, bon, on verra avec le nouveau régime qu'est-ce qui va être fait. Il y a un projet de rebaptiser certaines avenues, édifices publics au nom d'héros locaux du Sénégal, de Sénégalais. On verra qu'est-ce qui va être fait, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, à date, il n'y a par exemple qu'un seul lycée qui se trouve à Kaolack, qui est sa région natale, qui porte le nom de Valdiodio Ndiaye. Alors qu'il a eu plusieurs mandats ministériels, de député, il fut un brillant avocat et il a été celui qui, face au général de Gaulle, a quand même porté la position du Sénégal. Donc, grosso modo, c'est ce que je pouvais dire rapidement à propos de la contribution que nous avions eu l'avantage de proposer. Naturellement, je reste connecté. S'il y a des questions ou des contributions, c'est avec plaisir que nous pourrions échanger. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur Samb. Effectivement, vous avez dit, in fine, que Valdiodio Ndiaye était un grand avocat. Je pense que ça fait partie de son personnage. Et en tout cas, vous avez face à vous une personne qui s'est toujours intéressée à cette personnalité. J'étais très proche de Valdiodio Ndiaye. Et effectivement, on a un peu oublié.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, quand on reparlera, il y aura une discussion générale, je vous demanderai quel était le message qu'apportait Valdo Ndiaye, parce que vous ne l'avez pas explicité. Mais même si nous avons pu comprendre les nuances et la complexité de cette réponse et de la position qu'il a pu exprimer. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je vous en remercie beaucoup. Et je pense que vous donnez la parole, Madame le professeur. Oui, merci beaucoup Yamar pour ta présentation. Alors je passe tout de suite la parole à Monsieur Roger Coudet, qui est professeur de droit international à l'Institut des droits de l'homme de Lyon et titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité à l'Université catholique de Lyon. Donc, cher Roger, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je me permets de... merci. Merci infiniment. Madame la Présidente, j'ai beaucoup entendu parler de vous parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont travaillé à la francophonie et j'ai entendu beaucoup parler de vous depuis de longues années. Je suis heureux de faire votre connaissance aujourd'hui. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, chère Monica, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis sincèrement honoré de prendre la parole sur ces lieux, ce haut lieu du savoir, pour traiter d'une question qui est au cœur des débats depuis très longtemps. Ma collègue, le professeur Monica Cardillo l'a dit tout à l'heure, je suis donc professeur de droit international. J'enseigne le droit international dans ses différentes composantes à l'Institut des droits de l'homme de Lyon, mais je dirige une chaire UNESCO. Et les chaires UNESCO, nous en avons une quarantaine en France, sont des outils par excellence de la diplomatie scientifique. Et donc, notre mission en tant que chaire, c'est justement, entre autres, de contribuer au rapprochement des peuples et des cultures. De contribuer au rapprochement des peuples et des cultures au travers de la science, au travers du droit, qui est notre domaine de recherche par excellence. Donc, je voudrais dire tout de suite que je ne suis pas historien et je ne suis pas guinéen. Et en plus, je ne suis pas spécialiste de la Guinée non plus. Donc, je n'ai pas de légitimité particulière de parler de la Guinée, mais j'ai un certain nombre de raisons, objectives ou non, parce que quand ma collègue Monica m'a sollicité pour ce projet, quand elle me l'a décliné au travers de la note conceptuelle, je me suis dit, je pense que j'ai quand même de bonnes raisons de participer à ce projet. D'abord, une raison qui est purement, on va dire, subjective. Puisqu'on parlait, ce colloque devait être organisé à l'occasion du cinquantenaire de la disparition du général de Gaulle. Je suis né la même année que l'année de la disparition du général de Gaulle, un mois près. Et je suis fils de quelqu'un qui se définissait comme un gaulliste. 70. Donc mon père se définissait comme un gaulliste. Je ne sais pas s'il a vu le général de Gaulle, je ne crois pas. Donc je me dis, mais on va parler beaucoup du général de Gaulle, donc ne serait-ce que en hommage à la mémoire de mon père, j'ai tellement entendu parler du général de Gaulle que bon, ce serait pour moi l'occasion de participer à ce projet. Deuxièmement, une raison qui est historique. Alors, en parlant du général de Gaulle, en parlant de Leclerc, etc., je viens de ce pays qui est la première terre africaine à avoir rallié le général de Gaulle. Quand j'ai entendu le nom de Félix Éboué, je suis un ancien du lycée Félix Éboué. J'ai été formé au lycée Félix Éboué avant de faire l'université et de venir ici en France. Et donc, toutes ces raisons-là m'ont conduit... bien sûr, je m'intéresse à la géopolitique, ce n'est pas juste pour des raisons subjectives. Je m'intéresse à la géopolitique depuis très longtemps, donc c'est des questions qui me préoccupent, qui m'ont toujours préoccupé. Et j'ai une petite... même si je dis que je ne suis pas légitime tout à fait, j'ai quand même quelques productions en rapport avec ces questions et qui m'autorisent à en parler de façon, on va dire, rationnelle et objective. Et donc... je voudrais nous entretenir au travers de cette petite contribution sur 2 ou 3 petites choses. Premièrement, quel sens finalement donner
à ce nom, ce qui est présenté. Moi, je l'ai mis dans mon texte, entre guillemets, non au général de Gaulle. Quel sens donner à ce nom guinéen de 1958, aujourd'hui, donc plusieurs décennies après cet événement? En deuxième lieu, comme étape de ma réflexion, quelle perception pouvaient avoir de façon objective les Africains, pas seulement les Guinéens, les Sénégalais, mais les Africains de toutes les colonies françaises d'Afrique au moment de cette rupture, c'est-à-dire la décolonisation à partir des années 50. Mais j'ai compris aussi que la vocation de cet ouvrage qui émane d'un colloque, c'est aussi de penser le présent et l'avenir. L'avenir des relations entre la France et ses anciennes colonies devenues des États, devenues des partenaires, devenues des acteurs à part entière de la scène internationale. Quel avenir dans un contexte international en pleine mutation, où de nouveaux acteurs se positionnent également sur ce continent, où la France avait une position quand même privilégiée pendant des décennies. Voilà un peu ce que je me propose de partager avec vous. Et alors, bien évidemment, quand on parle des grands événements, on pense aux hommes. Et quand on parle de la rupture de 58, bien sûr, on voit tout de suite la figure du général de Gaulle, la figure de Sékou Touré, etc. C'est un fait, c'est indéniable. Mais ceci étant, la lecture que je propose consiste aussi à prendre en compte les paramètres contextuels, les éléments du contexte qui ont contribué quelque part à cet événement, en dépit du rôle joué par les acteurs. Et donc, quelque part, notre analyse se situe un tout petit peu en amont de ce que nous avons appris à l'école. Moi, j'ai été formé d'abord au Tchad, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, cette analyse se situe quelque peu en amont. Cette indépendance guinéenne, qui a eu incontestablement des répercussions dans d'autres parties du continent africain sous la colonisation française, pouvait s'expliquer de différentes manières. Je prends un certain nombre d'éléments. Je disais d'abord des éléments du contexte. Dès 1945, avec l'émergence d'une organisation internationale comme les Nations Unies, dont le mandat est clairement défini dans la charte, dont les orientations idéologiques par rapport à la question des relations entre peuples sont clairement définies dès les dispositions préambulaires, on ne peut pas ne pas comprendre le processus de décolonisation en Afrique sans, en prenant en compte cet élément de contexte, c'est-à-dire l'émergence des Nations Unies. Deuxièmement, au niveau continental, cela a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement d'émancipation des peuples africains qui va avoir pour conséquence les indépendances d'abord en Afrique du Nord. Et puis il y a un élément déterminant à l'époque, c'est la fameuse conférence de Bandung de 1955. Et cette conférence va avoir un impact majeur sur le processus de décolonisation. Et un autre élément, peut-être, je n'aurai pas le temps de les évoquer tous, la fameuse crise du canal de Suez qui a permis en quelque sorte au président Nasser de remporter une victoire diplomatique, pas militaire, une victoire diplomatique. Cela a été présenté comme, disons, si pour ceux qui s'intéressent à la littérature, en fait, au monde arabe, les penseurs de l'époque, les historiens de l'époque, les intellectuels de l'époque, présentaient Nasser comme le briseur de l'impérialisme. Alors que d'un point de vue historique et d'un point de vue géopolitique, c'était un peu plus compliqué que ça. Nous savons tous que cette victoire diplomatique de Nasser l'a été en grande partie parce que les deux superpuissances qui dominaient le monde à l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, pour des raisons totalement différentes, avaient une relation un peu conflictuelle avec le système colonial, ou en tout cas ce qui pouvait être présenté comme tel. Et donc, tout cela va contribuer aussi à accompagner les mouvements d'émancipation sur le continent africain. Et troisièmement, le contexte proprement national guinéen. J'ai signalé dans mon travail que la Guinée a quand même résisté un peu plus de 17 ans environ
à la colonisation. Et donc il y a une sensibilité guinéenne qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération dans cette analyse, avec ou sans Sékou Touré. Et donc, très rapidement, à ce niveau, une première petite conclusion pour dire que probablement, il y a des raisons beaucoup plus profondes à prendre en considération pour une compréhension optimale de ce qui a été une crise politique et diplomatique. Donc, premier questionnement, quel sens donner à ce rejet finalement de la rupture de 1958? Tout d'abord, personnellement, après réflexion, je suis de moins en moins convaincu que ce soit un rejet, disons, de la France elle-même. C'est-à-dire, j'ai du mal, sur la base des éléments dont je dispose, j'ai du mal à admettre qu'il s'agisse d'un rejet de la France elle-même. Pour une raison simple. C'est-à-dire, comment comprendre qu'il s'agisse d'un rejet, d'abord sur la base du discours de Sékou Touré lui-même, mais comment comprendre qu'il s'agirait d'un rejet de la France à partir du moment où ces Guinéens, ces Africains se sont mobilisés massivement aux côtés du général de Gaulle pour la défense de la France, justement. Donc, est-ce qu'on peut admettre que ces mêmes colonies qui étaient mobilisées aux côtés du général de Gaulle au nom de la liberté, au nom de la libération de la France, puissent rejeter la même France aussi facilement? Donc c'est un questionnement. Et cette piste, j'essaie de la creuser. Deuxièmement, j'aurais du mal à admettre non plus qu'il s'agisse d'un rejet du général de Gaulle, directement. Alors, pour une raison là encore simple, en observant, en faisant un tour de différents pays africains, y compris aujourd'hui, la figure du général de Gaulle est une figure, en dépit de tout ce qu'on peut relever aussi comme opposition et tout, est une figure vénérée, et cela s'observe au travers des lieux qui portent le nom du général de Gaulle, les rues, les plus grandes avenues généralement s'appellent le général de Gaulle, les places, etc., etc. Donc il y a une sorte d'admiration pour ce général de Gaulle qui est présenté pratiquement comme un modèle du libérateur, de celui qui porte, qui incarne la sensibilité d'un peuple qui va résister à l'envahisseur allemand, etc., etc. Et ces Africains ont suivi le général de Gaulle parce qu'il représentait cette figure-là. Et d'ailleurs, Sékou Touré même le dit lui-même dans son discours. Je le cite ici. Monsieur le Président, vous venez en Afrique précédé du double privilège d'appartenir à la légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement et d'être le premier chef de gouvernement de la République française à fouler le sol guinéen. C'est Sékou Touré qui dit ça au général de Gaulle. Et donc, Sékou Touré lui-même, en dépit de leur divergence idéologique, Sékou Touré prononce une parole qui est quelque part une parole d'admiration de son adversaire politique. Et enfin, j'ai du mal aussi, à travers ces éléments d'investigation, à admettre que ce rejet serait un rejet des liens culturels, historiques avec la France. Pour une raison là encore simple. C'est-à-dire au moment des indépendances africaines, et la question n'est pas seulement guinéenne, la Guinée va faire de la langue française la langue officielle au moment de son indépendance, après cette rupture assez agitée quand même. Et alors la question que je me pose, que ce soit pour la Guinée ou que ce soit pour d'autres pays africains, s'il s'agissait d'un rejet, au sens que l'on peut entendre, pourquoi alors, dans ce cas, avoir un tel attachement à la langue française qui est quand même l'un des marqueurs identitaires de la France? Et surtout qu'on va le voir plus tard, ce sont ces mêmes Africains qui vont, par exemple, susciter l'idée de créer la francophonie, c'est-à-dire créer un espace, un cadre de solidarité entre les pays ayant en commun la langue française. Donc, en dépit des oppositions, il y a quand même un certain attachement de la part, que ce soit des Guinéens ou des autres Africains. Et j'ai cru comprendre moi-même que le président Sékou Touré, en dépit de son opposition politique au général de Gaulle, était un passionné de la langue française. Et j'ai appris même, en faisant quelques investigations,
que les Guinéens vont aller, lorsqu'il y avait cette rupture, les Guinéens vont aller recruter, bien sûr ils se sont tournés vers les pays du bloc soviétique, hein, vers les démocraties populaires, mais la plupart des coopérants venus de ces pays, de l'ex-bloc soviétique, ne parlaient pas français. Et donc, c'est en Guinée qu'ils vont apprendre le français pour ensuite servir la Guinée. Mais j'observe quand même une sorte de contradiction entre ce qui peut être présenté objectivement, peut-être aussi comme un rejet, mais en même temps un attachement fort à un certain nombre d'éléments qui sont des éléments émanant de ces liens avec la France. Et donc, si tel est le cas, si l'hypothèse que je suggère peut se vérifier, comment comprendre alors? Quelle serait la raison véritable? Alors, c'est à partir de là que je me dis que probablement, il y aurait une sorte de décalage entre le projet communautaire présenté par le général de Gaulle et les aspirations des populations africaines de l'époque, en commençant par celle de la Guinée-Conakry. La preuve, c'est qu'après la Guinée-Conakry, 1 an et demi à peine, les autres colonies vont également opter pour l'indépendance. Et donc la communauté française n'aura duré en tout que 2 ans environ. Et donc, la deuxième question que j'ai posée, alors quelle perception? Alors là encore, je voudrais me baser sur des éléments que je considère comme logico-déductifs. C'est-à-dire, au-delà on va dire, des sensibilités, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut considérer comme logiques, et donc à partir de là en déduire quelques éléments, quelques enseignements. Premièrement, les Guinéens, comme les autres Africains dans les années 50, voyaient dans la France, au travers du général de Gaulle, un pays, ou en tout cas, oui, un pays, une nation attachée à un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs vont être rappelées d'ailleurs dans le discours de Sékou Touré lui-même, c'est-à-dire l'honneur, la dignité, la liberté, etc., etc. Le général de Gaulle incarnait ces valeurs-là. Et je cite là encore Sékou Touré pour l'illustrer. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance qui a vu le triomphe de la raison sur la force, la victoire du bien sur le mal, mais elle représente aussi, et je puis même dire surtout, un nouveau stade, une période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à ces augures, lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité être reconnue? C'est Sékou Touré qui dit ça au général de Gaulle. Deuxièmement, quelle autre perception, quel autre élément pouvait permettre de justifier cette perception des Africains? Deuxièmement, donc, la France est perçue, ne pouvait être perçue, objectivement parlant, qu'au travers des principes auxquels la France elle-même va porter sur le plan international, justement dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. N'oublions pas que la France est un État membre fondateur des Nations Unies et que les valeurs proclamées dans la Charte des Nations Unies sont des valeurs auxquelles la France attache un certain prix. Et troisièmement, et ça c'est un élément extrêmement important également, la problématique des droits de l'homme auxquels la France attache un prix fort. Je me suis posé à plusieurs fois la question dans l'un de mes travaux, qu'un pays comme le Sénégal et d'autres, en 1960, au moment des indépendances, se réfèrent directement dans la Constitution sénégalaise de 1962, se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et donc, les revendications politiques qui étaient portées quand on prend la fameuse déclaration finale de la conférence de Bandung, il est question là encore des valeurs humanistes, les valeurs dont la France va témoigner sur le plan international au travers de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée ici, en France, à Paris, et que ce sont des personnalités comme René Cassin, SL, etc., qui y ont joué un rôle déterminant, bien évidemment. Et donc, ces éléments-là ne sont pas détachables de la perception que l'on pouvait avoir justement de ce pays. Et donc, ce troisième élément que je vais évoquer pour terminer, c'est la nécessité
de repenser ces relations entre la France et ses anciennes colonies aujourd'hui. Et surtout que, je disais tout à l'heure, dans un contexte international marqué aussi par des mutations fortes auxquelles j'ai fait allusion. Alors, je vais être bref à ce niveau, à savoir que... oui, pardon. Je suggère dans ma conclusion que ce partenariat, quelles que soient les modalités quelle que soit la manière dont on peut le penser, je suggère que ce partenariat soit un partenariat qui soit stratégique, un partenariat qui soit structurel et un partenariat qui soit pérenne. C'est-à-dire, je suggère l'idée que ce partenariat doit dépasser les aspects conjoncturels et surtout les considérations personnelles. Parce qu'il y a... les hommes passent et les institutions restent, nous le savons tous, et qu'au-delà des personnes, il serait souhaitable de proposer un partenariat qui soit fondé sur ces considérations structurelles. Et donc, si ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux montre que l'Afrique est devenue un champ d'opportunités, les Africains se sont souvent adaptés à l'évolution du monde. Et je me dis que peut-être il est temps que le monde s'adapte un tout petit peu un peu à l'Afrique. L'Afrique, c'est l'observation que l'on peut faire en général, hein, historiquement, les Africains se sont adaptés à la marche du monde. Les différentes conférences qui ont eu lieu, qui ont décidé du sort de l'Afrique, etc. Les Africains se sont adaptés à la marche du monde. Je donne un exemple pour l'illustrer. Le fameux principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, par exemple. C'est un aspect parmi tant d'autres. Donc, je me dis que pour le futur, il serait peut-être souhaitable également que le monde s'adapte un tout petit peu à l'Afrique. Et comme le dit Darwin, dans les grandes mutations, c'est aussi ceux qui savent s'adapter aux événements qui s'en sortent le mieux. Merci. Merci, monsieur le professeur. Vous êtes audacieux. Vous avez une approche psychosociologique des relations internationales et notamment du problème qui nous a effectivement préoccupés, intéressante. Mais là aussi, il faudrait que vous nous disiez ce qui finalement a justifié le non. Nous ne l'avons pas entendu. On a entendu tout ce qui aurait pu ne pas le justifier et qui quelque part était dans le substrat de la pensée des Guinéens. Mais bon, ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je vous en remercie. Et je pense que vous êtes comme Bertrand Badi, à mettre l'accent effectivement de plus en plus sur la dimension psychologique et j'allais dire des émotions des relations internationales, ce qui est un point extrêmement important. Je ne veux pas aller plus loin parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions et surtout beaucoup de contributions. Madame, oui, je vous en prie, allez-y, Madame Cardillo. Oui, alors il y a une troisième intervenante, oui, voilà, qui intervient en distance pour 10 minutes. Hein. Donc, oui. C'est parce qu'il faut vraiment qu'on puisse garder... oui, 10 minutes vraiment maximum. Vraiment, merci. Voilà, donc je donne la parole à Dominique Torisson-Mouré, qui est ingénieur de recherche et spécialiste de droit colonial à l'Université de Limoges. Dominique, voilà. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Le son n'est pas assez fort. Hein. Et là, vous m'entendez? C'est déjà mieux. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Je remercie Monica Cardillo, qui est une collègue, de m'avoir invité à parler aujourd'hui devant vous de cet article. Et ma contribution s'inscrit à la fois dans les travaux que Monica et moi menons depuis quelques années sur des continuités coloniales, et puis aussi s'inscrit dans les recherches que je viens de mon côté sur les impacts sociaux, environnementaux, anciens et contemporains des modèles agro-pastoraux que la France a mis en place dans ses possessions coloniales au Maghreb et en Afrique subsaharienne. S'intéresser aux modèles, ça veut dire s'intéresser aux modèles agro-pastoraux, s'intéresser à leur genèse, ce qui tient de la création, de l'empreinte, de l'occupation,
aux modalités d'implantation de ces modèles dans les populations, aux résistances que ça a suscité, aux résultats obtenus, aux évolutions face à l'indépendance, et j'en arrive au sujet de mon article, aux concepts et aux pratiques que ces modèles mettent en œuvre. Et parmi ces concepts, il y a celui d'entraide mutuelle et d'esprit coopératif. Alors l'idée de l'article était de montrer la constance de l'administration coloniale puis post-coloniale, puis des développeurs, des agents du développement, à fonder l'amélioration et la modernisation agricole qui avait été jugée nécessaire sur la mise en œuvre de principes coopératifs, à savoir que les populations colonisées seront naturellement animées d'une volonté de l'esprit et donc aptes à intégrer les valeurs associatives telles qu'on les concentrait à leur enfance. Alors, je veux dire que l'idée que je développe n'est pas une idée originale. Dans les travaux de Jean-Pierre Chevreau, un socio-anthropologue que vous connaissez tous, Gilbert Rist, un sociologue aussi très connu, et d'autres que je cite dans mon article qui l'ont déjà exposé, mais je me suis efforcée dans ce travail de la documenter en tant qu'historienne et sur un temps le plus long possible en utilisant des ressources archivistes. Alors, concrètement, pour les colonisateurs, l'opération consista à interpréter l'entraide mutuelle qui existait dans les communautés rurales comme l'expression indigène entre guillemets du modèle coopératif métropolitain, puis elle a réussi sous une forme nouvelle susceptible de porter les attentes coloniales, et notamment les attentes économiques. Et on a créé la Société indigène de prévalence de secours et de prix mutuels, que j'abrégerai après dans le reste de mon intervention très rapide, bien sûr. SIP. C'est-à-dire c'était un système de crédit d'utilité générale qui avait été imaginé par les militaires aux alentours des années 1847 en Algérie, qui a été peaufiné puis officialisé en 1893 sous le contrôle de l'administration coloniale, puis peu à peu répandu dans tout le reste des territoires colonisés. Et pour le colonisateur, c'était clair, le caractère communautaire de la formule coopérative qui était proposée sous la forme des SIP bien trouver ses antécédents et donc sa légitimité dans la société traditionnelle. Alors, très vite, les objectifs initiaux d'entraide mutuelle des SIP, qui constituaient finalement à prêter des semences et de l'argent aux adhérents, vont peu à peu s'effacer et ces SIP vont devenir des outils en administration coloniale pour faire l'éducation au progrès agricole des populations en leur faisant, je cite, franchir le passage dangereux de l'association primitive à l'association moderne. Et cette association moderne, c'est-à-dire les sociétés indigènes de prévalence, violant au passage au moins deux principes coopératifs fondamentaux, la liberté d'admission et la gestion démocratique par les sociétés. Les populations d'ailleurs ne s'y trompèrent pas parce qu'elles ont considéré assez rapidement que leur adhésion était une espèce d'un peu obligatoire. C'est-à-dire que d'instruments d'utilité publique, ces cibles se sont peu à peu transformés en instruments de plus en plus bureaucratiques, de contrôle, parfois d'asservissement et d'appauvrissement des communautés rurales. Et donc, je décris dans mon article le processus d'installation, de fonctionnement, de recomposition successive de ces sites, d'abord dans le cadre de l'administration coloniale, puis des autorités post-indépendance, qu'elles étaient locales ou internationales. C'est-à-dire qu'on essayait continuellement de les adapter au milieu, pour enfin passer du paternalisme, je le cite encore, du début, à une vraie coopération. Et on va cesser de les reconfigurer, de les découper, de les renommer. Des sites, on va passer au SAP, les sociétés agricoles de prévoyance, au SAR, les secteurs de l'innovation rurale, au groupement d'intérêt économique, au centre de travaux, etc., etc. Après les indépendances, les nouveaux pouvoirs vont continuer à considérer que les formules agricoles idéales sont celles qui associent le travail coopératif indigène, entre guillemets, avec le capital et l'intelligence européenne. C'est-à-dire qu'on veut toujours corriger les fautes du passé, mais bien d'accord, il y a des fautes qui ont été commises, on veut les corriger, sans pour autant favoriser l'autonomisation réelle des petits exploitants agricoles et de leur laisser inventer eux-mêmes des formes associatives qui soient l'aboutissement d'une évolution plutôt qu'un greffage artificiel. Et c'est ainsi qu'ensuite, beaucoup de développeurs sur le terrain ont continué à offrir une assistance externe expérimentée, toujours pour stimuler, gérer, au moins dans le premier temps, là je cite, des organisations débutantes jusqu'à la prise en charge par le paysan de son propre développement. Ce
si bien que leurs actions ont été souvent assimilées par les populations, à d'abord celles qui avaient été menées par les autorités coloniales, puis ensuite par le gouvernement indépendant. Alors, je finis sur une question. Comment peut-on expliquer cette continuité ou cette rupture à jamais, pour reprendre les termes du titre de la deuxième partie dans laquelle mon article figure? J'en verrai 5. D'abord, pour la période que j'ai connue l'année, c'est-à-dire la période coloniale, eh bien, je verrai un entêtement propre à l'administration coloniale qui se vérifie dans plein de secteurs, qui persévère en général dans ses échecs. L'évacuation des aspects historiques. Alors, c'est justement ce que je fais dans cet article, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait l'histoire sur le temps long, et des choix qu'on avait faits et des situations auxquelles on avait abouti. Et quand on fait l'histoire, c'est toujours pour respecter la tradition, c'est-à-dire pour finalement réactualiser les mêmes préjugés et reconstruire une nouvelle action sur les préjugés aussi. La troisième, alors là je l'emprunte à Jean-Pierre Chevreau, parce que je l'ai trouvé fort intéressante, il va abondamment développer, c'est toujours la recherche du paysan authentique. Alors lui, il appelle ça le paysan imaginé, qu'on se refuse absolument à voir dans le paysan local, le paysan encore entre guillemets, imagé. Et enfin, la quatrième, justement, la cinquième, c'est le fait que le développement et ces processus vertueux, alors ça c'est plutôt la thèse de Gilbert Rist que je partage en partie, à partir d'aujourd'hui quasiment au domaine de la croyance, et donc il est impossible de remettre en question, sauf au prix d'une démarche tout à fait contre-militante, de temps de question de noter, voilà, il est impossible de remettre en question ces principes-là. Et en fait, la cinquième, qui est la plus intéressante, c'est la résistance des populations, les résistances multiples des populations, qui sont difficiles à cerner, en tout cas pour la période coloniale, parce que, évidemment, dans les archives coloniales, on trouve très peu de traces, sinon par la voie de l'administration coloniale, donc c'est assez difficile de se faire une idée précise de ces résistances. Donc, c'est qu'il y en a eu, mais je ne connais plein. Mais voilà. Et je terminerai là-dessus. Donc, j'ai essayé d'être rapide. Merci. Merci beaucoup, madame, professeur, j'imagine. Nous n'avons certainement pas tout compris de ce que vous disiez parce que c'était un peu difficile, mais c'était tout à fait intéressant. Je vous en remercie. Sans aller plus loin et sans tarder, je vais donner, si vous voulez bien, madame le professeur, après vous aurez l'occasion peut-être de faire bien sûr une synthèse ou d'aller plus loin dans les questions, ainsi que monsieur le secrétaire perpétuel, mais je donne la parole à ceux qui veulent la prendre pour des questions ou, j'allais dire, peut-être des compléments aussi d'informations et de commentaires sur cette histoire importante. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole ? Que suscitent ces interrogations? Bon, non, monsieur, madame, je vous en prie, vous pouvez vous présenter, parce que comme ça me permettra d'être plus au fait des choses, oui. Merci Madame la Présidente. Julie Dandurin, historienne, et donc spécialiste de ces questions coloniales, mais pas du tout du droit. Et la question que je me pose en vous écoutant sur votre présentation, c'est est-ce que si on veut aborder ces questions, soit de colonisation, soit de décolonisation, est-ce que selon vous, il faut l'aborder par le biais des hommes, des individus, ce qui semble avoir été le cas dans votre présentation, ou est-ce qu'il faut l'interroger par le biais des institutions? Parce que vous avez parlé, je crois que c'est la dernière dame, Madame Torisson-Moret, qui parlait de l'administration coloniale. On parle toujours de l'administration coloniale, mais il me semble que nous avons tous, et moi la première, je le reconnais très humblement, une certaine difficulté à définir ce qu'est l'administration coloniale, parce que c'est une administration qui est tentaculaire, et dans les phénomènes de blocage, en termes d'évolution, on se demande, et ça a été dit tout à l'heure, qui bloque? Est-ce que ce sont les institutions et l'administration au sens large, ou les individus? Peut-être venez répondre,
rapidement, bien sûr, pour qu'on puisse tourner, que la parole tourne. Merci. Merci beaucoup pour cette question absolument pertinente et qui nous inquiète beaucoup en tant que juriste. C'est-à-dire que les hommes, effectivement, les acteurs sont très importants. Les acteurs sont derrière les institutions. Mais cette administration coloniale est une administration extrêmement complexe. Si on prend par exemple la figure du juge, si on prend par exemple les figures des différents administrateurs des cercles qui sont les plus proches des populations, qu'on définit comme étant l'administration de terrain, si on prend les différents échelons de l'administration jusqu'à finalement au ministre, finalement au ministère. Le ministre qui est très éloigné géographiquement, un ministre qui souvent n'est jamais allé aux colonies mais qui doit prendre des décisions, un ministre qui souvent se dérobe aussi certaines décisions en délocalisant des solutions. Donc c'est extrêmement complexe. Alors en histoire du droit, c'est un champ complètement encore assez vierge. Voilà. L'administration française, c'est un domaine qui est assez travaillé en histoire du droit, mais l'administration coloniale, je dirais presque non, et mes collègues peuvent apporter des compléments, me corriger. Merci beaucoup. Oui, et vous pouvez interroger, oui, vous pouvez évidemment poser des questions au professeur Samb et au professeur Coudet, hein, je pense, et à madame la professeure également. Monsieur le ministre, cher confrère, cher président, vice-président. Non, tout ça, là, c'est plutôt un Africain qui parle, si vous le permettez. Il n'y a pas eu une école qu'on a appelée école coloniale. Cette école formait peut-être des gens capables de partir pour travailler en Afrique. Je ne sais pas, parce que tout ça est assez ancien pour moi. Par contre, monsieur, votre intervention a été absolument remarquable. C'était un moment dans cet après-midi que je n'oublierai pas. C'est ça que je voulais vous dire, qu'il y ait eu une école coloniale ou pas, etc. Votre témoignage était formidable. Merci. Merci beaucoup. D'autres interventions? Compléments? Monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez peut-être vous-même quelques questions à poser avant que moi-même j'en pose, parce que c'est effectivement un moment opportun. Vous avez la primauté et la priorité de la présidente. Je vous en prie. Non, je vous en prie, je vous en prie. Oui, j'aurais peut-être aimé qu'on puisse revenir sur les facteurs économiques. Je pense que dans le cas de la Guinée, c'est particulièrement intéressant. Quel a été le poids de ces facteurs économiques dans les choix faits au moment de l'indépendance? Est-ce qu'ils ont été déterminants ou est-ce qu'on peut considérer que l'aspiration des peuples à l'indépendance politique, l'appartenance idéologique des dirigeants ont été des facteurs plus importants? Quel est le poids de l'économique dans tout ça? Merci beaucoup. Monsieur Coudet, professeur, vous voulez répondre rapidement, s'il vous plaît, ou... Oui. Honnêtement, je ne me suis pas intéressé aux facteurs économiques. Je me suis plus intéressé aux facteurs politiques et donc aux aspirations du moment. Les facteurs économiques, d'abord, je ne suis pas économiste comme j'ai essayé de et je ne m'y suis pas véritablement intéressé. Oui. Donc, c'est plus ces aspirations et la volonté de pouvoir accéder à l'autodétermination, qui était quand même un discours du moment, qui était un discours à la mode. Très bien, merci beaucoup. Si vous me permettez, moi-même, je vais vous poser une question, madame le professeur ou la professeure, je ne sais pas ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours chez de la vieille école, donc c'était le professeur, mais je suis prête à me mettre à la professeure aussi, il n'y avait pas de problème. Non, finalement, je réfléchissais, quelle est l'originalité de votre travail collectif par rapport aux centaines, aux milliers d'études qui ont déjà été faites sur ces processus de décolonisation. J'ai cru comprendre d'abord qu'il y avait des approches pluridisciplinaires,
des acteurs de terrain comme des professeurs, etc., de différentes nationalités, des Africains comme des Européens, des Français, et que aussi vous vouliez faire le lien entre le passé et le présent, l'actualité ou le futur. Bon. Je serais content que vous nous disiez peut-être qualifier ce que vous-même vous avez retenu comme enseignement original de toutes ces études par rapport à ce que nous avons déjà et que nous connaissons sur ces différents processus. Ça, c'est vraiment la question que je voudrais vous poser pour tout à l'heure. Deuxièmement, comme je le disais, si le professeur Samb peut nous dire et nous rappeler de façon ponctuelle ce qu'était ce message délivré par Valdiodio Ndiaye lors de l'arrivée du général de Gaulle, ça m'intéresserait vraiment, puisque vous avez l'air de dire que justement c'est un message courageux et bon, le Sénégal a répondu présent, mais peut-être qu'il y avait des nuances ou des éléments importants. 3, sur vous-même, Monsieur Coudé, professeur Coudé, j'étais intéressé, et ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, parmi les causes de ce nom, c'était effectivement l'inadéquation du caractère, de la communauté organique telle qu'elle était proposée aux différents pays africains par rapport aux attentes. C'était déjà trop tard. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc ça serait intéressant que vous puissiez nous en dire peut-être un peu plus. Moi-même, j'ai eu l'honneur avec le professeur Lampué et Lucher, donc ce sont des siècles passés, à faire le commentaire de la Constitution et du titre 12 de la Constitution, dans les mélanges dans le commentaire de la Constitution de 1958. Et c'est une question évidemment importante. Et c'est vrai que la communauté a été tellement brève. Et d'ailleurs, c'est un des éléments pour lesquels le général de Gaulle ne voulait pas de la francophonie institutionnelle. On dit toujours que la France a été derrière cette francophonie institutionnelle. Le général de Gaulle, dans un premier temps, n'a pas accepté le projet qui était présenté par le président Senghor en particulier, ou le président Diori Amani du Niger, et bien d'autres, parce que justement, il avait ce souvenir, j'allais dire, si cinglant et si douloureux de cet échec de la communauté française organique, alors auquel il croyait. Donc ça, si vous pouvez revenir là-dessus, ça serait intéressant. Voilà, ce sont mes 3 questions. Vous m'excuserez, je suis très, très curieuse et ça m'intéresse beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre question, Madame la Présidente. Alors effectivement, il existe de très nombreux ouvrages sur les décolonisations d'un point de vue historique. Alors l'objectif, et c'est ce que j'espère ressorte de ces bouquins, c'est d'y apporter un élément un peu plus, disons, conceptuel en interrogeant le terme lui-même de décolonisation, donc de dépasser la définition purement historique d'événement en tant qu'événement historique et de l'interroger d'un point de vue de certains cas d'espèces comme effectivement la question économique, comment ce lien finalement économique demeure toujours si important de nos jours malgré les évolutions auxquelles on assiste, mais aussi la géographie, aussi les différents liens d'un point de vue plus sur des questions environnementales. Aussi, une chose qui m'a paru intéressante, c'était les questions que ressortent des articles et qui ressortent notamment par la présentation de mon collègue Roger Coudé, c'est-à-dire la question de la langue. Aujourd'hui, en Afrique, la question de la langue est une question très importante. On s'interroge sur quelle langue officielle, quelle, au pluriel, langue officielle, comment donner même une place plus ou moins importante à une langue alors qu'on est dans un contexte de pluralité linguistique. La question des valeurs également qui a été soulignée, aussi cette idée d'identité, de cette idée de duplicité identitaire qui ressort du fait de la colonisation. Albert Memmi le disait dans Portrait de colonisé et de colonisateur, finalement il y a un nouveau colonisateur, il y a un nouveau colonisé, là on doit s'adapter à l'autre. Donc finalement ces figures qui ressortent, qui sont liées à un événement historique, mais qui, avec
les générations, les nouvelles générations qu'on réinterroge, du moins aujourd'hui, que les nouvelles générations scientifiques interrogent, et aussi la manière dont, à l'époque coloniale, et c'est surtout dans la deuxième partie de l'ouvrage, me semble ressortir, finalement comment on a qualifié, requalifié, et Dominique Torisson-Mouret l'a bien expliqué, à partir de concepts de ce que le colonisateur maîtrisait à partir des instruments justement européens, en pensant d'innover, alors qu'on était dans une requalification, dans une réinvention peut-être de certaines structures qui existaient et auxquelles peut-être l'histoire permet de redonner une certaine réalité locale. Donc je pense et j'espère de toute façon que c'est l'apport de cet ouvrage qui, encore une fois, pour moi est vraiment un premier jalon d'une réflexion qui est en cours. Je le vois avec les collègues africains, les collègues européens. Ce n'est pas un aboutissement, vraiment. C'est un outil de travail qui j'espère, va ouvrir de nouvelles pistes de réflexion intersectorielle, interdisciplinaire, et dans une logique de construction, de réconciliation, etc. Très intéressant, merci beaucoup. Je pense que ce sera un livre qui pourra évidemment aider aux réflexions qui sont en cours, comme le souhaitez. Je vous en remercie. Peut-être, Monsieur Coudet, Monsieur le professeur Samb, peut-être, tant que nous vous avons en ligne. Oui, merci Madame la Présidente. Au préalable, j'aimerais revenir sur une question sur les aspects économiques. Ont-ils influé sur les positions des Africains lors de cette séquence? Alors, je pense que c'est important de rappeler que les années 50-60 ont été l'achèvement d'un long processus d'aspiration à l'indépendance pour les peuples africains. Mais c'est une séquence qui a débuté bien avant, notamment durant les années 30, où, faut-il le rappeler, ont été également les années qui ont suivi la crise de 1929. Donc, au niveau de la métropole, ce sont des années durant lesquelles beaucoup de milieux économiques, beaucoup de lobbies, je pense aux cotonniers qui sont dans les Vosges, dans l'est de la France, ont milité pour une sorte de retour au pacte colonial cher à Colbert. C'est-à-dire que ces milieux-là ne voulaient pas que cette mise en valeur des colonies qui avait été défendue par le gouverneur Albert Sarraut dans un ouvrage de 1920, il me semble, que cette mise en valeur ne soit pas une ouverture des colonies vers d'autres pays qui pourraient en profiter plus que la France. C'est pourquoi ils ont milité vers une sorte de retour au pacte colonial théorisé jadis par Colbert. Et donc, c'est également pour les Africains un élément de plus, un prétexte de plus qu'ils ont mis sur la table pour demander à ce que justement ce jeu colonial cesse. En plus des éléments culturels, de civilisation, que des aspects de tutelle politique. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de l'administration coloniale. Qu'en était-il? C'est une administration qui a existé avec ces hommes qui n'étaient pas tous mauvais. Je crois qu'Amadou Hampâté-Bâ revient longuement dans son livre « Commandant » où il explique lui-même à travers son parcours quel type d'interlocuteur, de supérieur, de collègue il a pu avoir. Tous n'étaient pas des gens en treillis avec la baïonnette ou qui, pour un rien, pouvaient évoquer le régime de l'indigénat. Il y en avait d'autres qui étaient là, animés par d'autres intentions et qui avaient su traiter les peuples colonisés d'égale dignité. Donc, ces aspects économiques, même si c'est ou plus tard qu'ils ont été décisifs, ont également joué, je pense, dans ce souci d'émancipation qu'ont eu les peuples africains, qui a été extrêmement réaffirmé à partir des années 30, qui, comme je viens de le rappeler, ont coïncidé avec le lendemain de la crise de 1929.
Alors, pour revenir à votre autre question sur le contenu du message de Valdiodio. Alors, le contenu était simple, c'était la question référendaire posée par la France, portée par le général de Gaulle, par rapport à la communauté française. Fallait-il dire oui ou non à la communauté française? Donc, je l'ai dit, le général revenait de la Guinée d'Ahmed Sékou Touré qui était farouchement pour un non à la communauté française et qui a voté non. Le Sénégal était dans une voie de dire non, mais ce n'était pas un non immédiat. C'est Senghor qui disait nous voulions une indépendance retardée. Et Valdiodio, lui, avait dû porter la parole à la suite du congrès du RDA dit de Cotonou, au Ghana. Donc, l'élite du RDA en revenait et ils avaient tous eu pour mandat de dire à la France, de dire au général que, suivant les décisions du congrès de Cotonou, que ce qui était souhaité, c'était l'indépendance d'abord et ensuite l'unité africaine. Donc, malheureusement ou heureusement, cette prise de parole n'a pas été suivie au niveau des urnes parce que les Sénégalais, comme je l'ai dit, vont finir par voter oui au référendum du 28 septembre parce que la France avait su construire suffisamment de relais que cela soit dans la continuité de l'école des otages, des fils de chefs de l'école nationale France d'outre-mer plus tard, ou de la part des élites religieuses qui, pour la plupart, étaient sensibles à la cause française. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions, mais voilà ce que je pouvais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Restez avec nous parce que ça va être peut-être un dialogue. Monsieur le professeur, cher confrère Pierre Jacquemot. Non, sur ce sujet historique du Sénégal, je voulais juste apporter une anecdote qui m'a été donnée par le président Abdou Diouf. Léopold Sédar Senghor avait un collaborateur français que tout le monde connaît, Jean Collin, qui était issu de l'école coloniale et qui était, après avoir été administrateur d'un certain nombre de pays, autres pays, était au Sénégal à ce moment-là. Et il aurait, m'a-t-on raconté, rédigé la prise de position de Senghor sur le référendum, qui était en gros un oui mais, très nuancé. Et on raconte que De Gaulle l'aurait su, aurait demandé quel a été l'auteur de ce projet de discours, et qu'on lui aurait désigné Jean Collin, de nationalité française, et qu'ensuite Jean Collin aurait vu son nom rayé de l'école coloniale, des anciens de l'école coloniale. J'ai fait la vérification, c'est absolument exact. Sauf qu'on n'a pas été jusqu'au bout, c'est que son mémoire de fin d'année est encore à la bibliothèque de l'Institut international d'administration publique. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie. Toujours est-il que Jean Collin a pris la nationalité sénégalaise, s'est marié avec une Sénégalaise après avoir une autre vie avant, et a continué comme ministre de l'Intérieur, et très proche de collaborateur de Senghor, puis d'Abdou Diouf, qui m'a déclaré une fois que sans Jean Collin, il n'aurait pas été là où il a été. Juste, donc, prenez ça comme une anecdote, hein, qui est peut-être pas fondée historiquement, mais qui témoigne quand même de cette relation que certains administrateurs pouvaient nouer très proche avec leurs partenaires africains. Merci beaucoup, avec une fin d'amitié difficile. Monsieur le secrétaire perpétuel, je crois que vous vouliez dire un mot, ou bien je donne peut-être la parole à monsieur le professeur Coudé, si vous voulez, sur la question de la communauté. Vous avez quelque chose de particulier, précisé. Voilà, je pense que peut-être... Je vais répondre à votre question, ce qui me permet peut-être de faire encore un petit retour à la question posée tout à l'heure par le secrétaire perpétuel, en donnant la parole une fois encore à l'auteur du fameux discours du 25 août 1958. Je cite Sékou Touré, il dit « Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous font choisir sans hésitation
l'interdépendance, c'est-à-dire la communauté, et la liberté dans cette union. Donc, c'est Sékou Touré qui parle ici. Plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. Alors, le problème, c'est que, je disais tout à l'heure, à l'école, on ne nous a pas appris toujours ça. On nous a appris certaines séquences les plus, je ne sais pas comment les qualifier. Et donc, ici, ce que Sékou Touré dit ici renvoie au fameux débat qui avait lieu au moment des indépendances, à savoir si ces colonies étaient prêtes à accéder à la souveraineté internationale, si elles avaient la capacité de pouvoir exercer cette pleine souveraineté. Le projet communautaire était une sorte de proposition pour choisir le bon moment, c'est-à-dire plus tard. Les spécialistes que je ne suis pas disent que si le projet communautaire devait suivre son cours, les indépendances interviendraient peut-être dans les années 80, autour de 20-25 ans. Or, ce qu'on observe, et c'est ce que j'ai voulu démontrer tout à l'heure, ce qu'on observe, c'est qu'il y avait un décalage entre ce projet et le besoin pressant d'accéder à cette liberté, quelles que soient les capacités qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Et ce débat avait en réalité lieu entre les Africains eux-mêmes. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments, on va dire, scientifiques, mais il y aurait ce débat entre Kwame Nkrumah et Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, faut-il aller à l'indépendance avec l'État, avec nos capacités actuelles? L'un dit, l'indépendance c'est maintenant, que nous ayons les moyens ou pas, et l'autre dit, soyons plus prudents, allons doucement. Donc c'est la querelle, on va dire, ou le décalage entre les indépendantistes eux-mêmes, entre ceux qui étaient pressés et ceux qui voulaient aller par étapes. Voilà. Merci beaucoup. Avec la question subsidiaire ou complémentaire de savoir est-ce qu'on va à l'indépendance tout de suite ou plus tard, est-ce qu'on va à l'indépendance seul ou en fédération et en regroupement, qui a été aussi une des questions essentielles des modalités de la décolonisation. Monsieur le secrétaire perpétuel. Oui, juste un mot peut-être sur la dimension économique. Je pense qu'il faut replacer cette décolonisation des années 60 dans les profondes mutations que connaît l'économie française elle-même. Il faut se rappeler que nous entrons aux alentours de 1958-1960 dans la croissance des 30 Glorieuses, avec un marché intérieur français qui offre des débouchés considérables et qui apparaît plus attractif que les pays de l'ancien empire colonial. Il y a un deuxième élément aussi dont il faut tenir compte, c'est le contexte de l'économie internationale. 1958, c'est une année essentielle pour l'économie mondiale. C'est le moment où on abolit les échanges monétaires entre les nations. On entre dans une économie mondiale. Et dans cette économie mondiale, désormais, eh bien, les opportunités d'investissement, les opportunités de vente de produits, de vente de services, font que tout est en concurrence. Et cette libéralisation change les raisonnements des entreprises, et en particulier les plus grandes. Puis j'ajouterai un fait qui est largement la conséquence de ce que je viens de dire sur la libéralisation des échanges internationaux, c'est la constitution de la communauté économique européenne. Car la communauté économique européenne, c'est un choix qui s'offre aux hommes d'affaires, aux investisseurs, au moment où on décolonise. Et il faut bien le dire que les perspectives du marché commun sont largement une alternative à ce que pouvait être l'Empire autrefois. Donc tout ça fait que, bien sûr, il y a des revendications, une volonté d'indépendance du côté des pays d'Afrique, mais il y a aussi une vision autre du monde qui est en train de s'imposer dans les milieux d'affaires. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre aussi les rééquilibrages et peut-être l'abandon du projet de la communauté. Oui, merci beaucoup pour ces considérations très, très, très intéressantes et qui nous ouvrent les perspectives
Vous voyez, c'est la première fois, monsieur le secrétaire perpétuel, et pourtant j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, qu'on met en perspective cette question de la communauté économique européenne à ce moment-là, en 1954, et tous ces débats. Je le dis sincèrement, c'est très intéressant, je vous en remercie. D'ailleurs, ça sera une des raisons, et vous me permettrez de dire ça, quand justement le président Senghor et Diori Amani et ses pairs ont repris le projet de communauté francophone, quelques années juste après, en 66 c'était, donc quelques années après la disparition de la communauté organique et même conventionnelle, un des arguments était de dire finalement l'aide, ou en tout cas le soutien, les relations avec la France vont être moins importantes, c'était une crainte, donc il faut diversifier les partenariats, et en particulier voir avec d'autres pays, notamment francophones. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, demandes d'intervention, communication si ce n'est pas le cas, vous me permettrez au nom de vous tous, chers consoeurs, chers confrères, de remercier le professeur Cardillo, également le professeur Coutet, le professeur Sambe, et bien sûr tous, madame le professeur, je dois dire, vous m'excuserez, je n'ai pas retenu vraiment votre nom, mais je pense bien à vous. Vous remercier. Ce livre, au moins j'espère le lire bientôt, et je pense qu'il serait intéressant dans des conditions pareilles que vous veniez peut-être, on pourra imaginer que l'auteur vienne et qu'il y ait un certain nombre d'ouvrages qui soient présentés et qui puissent être, j'allais dire, entre guillemets, achetés ou donnés, ça je ne veux pas rentrer dans ces considérations, avec des séances de dédicaces. Ça a été fait quelquefois, je pense que c'est intéressant, nous sommes tous très désireux de lire ce livre collectif et vos réflexions pour nourrir des réflexions qui sont notamment en cours au sein de l'Académie et à tout niveau. Donc on aura sans doute l'occasion de reparler de tout ça. Je vous en remercie beaucoup, c'était tout à fait stimulant. Merci beaucoup. Merci. Vous avez peut-être quelques exemplaires à dédicacer? Alors, pour des raisons de logistique un peu difficiles avec la maison d'édition, je n'ai pas pu apporter aujourd'hui des exemplaires. J'en ai que 3 malheureusement, donc qui sont disponibles. Mais évidemment, pour les intéresser, puisque je vais à Limoges bientôt, je peux récupérer des exemplaires que je pourrais apporter à l'Académie des sciences d'outre-mer aussi. Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire perpétuel le permettent pour que les exemplaires puissent être à la disposition des académiciens. Donc n'hésitez pas, peut-être envoyer des mails, je ne sais pas comment gérer cela, mais voilà, on vous en informera si... Exactement, déjà, c'est ça. Eh bien, très bien. Oui, c'est 20 €, mais tout à fait. Merci beaucoup.